Moi, j'ai tout misé sur la lutte à l'époque. Et je vois tout le monde autour de moi en train de crier. Mais à l'époque, moi je racontais ça à mes potes. Personne ne te Arrête. croyait. Ou des mecs, tu sais, ils savent que tu fais de la lutte, mais ils ne voient pas tout ce que tu fais. Tu vois. Je dis ça. Arrête de mytho. C'est quand tu Est-ce que ça vous va comme ça? Salam Shakir, Salam alaikum. j'espère que tu vas bien. Ça va, super et toi? On est très heureux de te retrouver sur notre chaîne pour cette vidéo. Mais enchanté de même. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, eh ben, je m'appelle Shakir Ansari. Je suis ancien athlète de haut niveau. Et puis voilà. Ok. Donc là, on va faire cette vidéo, on va essayer de retracer toute ta carrière, tout ton parcours. Et donc forcément, pour commencer, j'aimerais savoir comment tu es rentré dans la lutte, ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts? Alors, j'ai commencé la lutte parce qu'il y avait une salle à 200 mètres de chez moi. Donc, j'ai foulé les pas dans cette salle. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai jamais quitté ce sport, en fait. Parce que j'ai commencé à 8 ans. Et en fait, en général, tu pourras me le confirmer, à la maison, avec les frères et sœurs, avec les cousins, on est toujours en train de se chamailler et tout ça. Donc, j'avais retrouvé un peu cette partie-là, justement, sur le tapis. Et ça m'a beaucoup plu, avec des règles. Et très rapidement, j'ai vu que je gagnais. Donc ça m'allait très bien et c'est comme ça que je me suis entraîné et puis voilà quoi. Alors la première fois que je suis rentré à la salle, c'était alors après l'école, parce que l'école est collée à la salle de lutte. Je suis sorti de l'école et j'ai vu que la salle était ouverte, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait je suis rentré dans cette salle, il y avait des grands qui étaient en train de s'entraîner, à se faire la bagarre. Donc j'étais un peu curieux et le mercredi d'après, j'ai foulé les tapis et depuis, ça s'est jamais arrêté. Ok. Donc petit à petit, tu as gravi les échelons des catégories. Exactement. Jusqu'à faire tes premières compétitions en jeune. Tu peux nous raconter ces premières expériences? Je suis tout petit, j'ai toujours gagné les petites compétitions, on va dire, locales de la région et un peu partout en France dès qu'on pouvait partir. Donc le championnat de France, c'était vraiment un objectif de gagner le titre. Et je gagne le titre en 2005. Donc en 2005, je fais champion de France dès mon premier championnat. Ok. Donc ça m'avait conforté dans ce que je faisais et j'avais tapé dans l'œil justement déjà des sélectionneurs, que ce soit chez les jeunes ou en senior. Je me suis entraîné pour et j'ai eu la chance aussi d'être le numéro 1 français et de pouvoir faire les compétitions de la France. Et donc après ça, il y a eu une première étape dans ta carrière. Tu as eu un changement de nationalité sportive. Alors avant tout ça, il y a eu vraiment tout un parcours en fait. Avant ce changement de nationalité sportive, il n'arrive pas soudain, ah tiens, je vais lutter pour une autre nation. Okay. J'ai eu vraiment une vraie formation française Okay. où j'ai été au bout de ce que je pouvais aller en fait. Que tu es fier de mettre en avant quand même. Exactement. J'ai été formé donc, en Auvergne, à Clermont et en France surtout. J'ai terminé l'année, ça s'est super bien passé quand même. Je finis quand même sur les championnats d'Europe et je décide de rentrer à Clermont parce qu'il y a eu l'ouverture d'un pôle de France à Serra. Donc j'avais vraiment tout à côté de chez moi, c'était un peu comme l'INSEP mais adapté à moi quoi. Donc c'était vraiment pas mal. Ensuite j'arrive en senior et donc c'était une année olympique. Donc je fais champion de France senior. C'était une année dure parce que première année senior, il y avait ce système aussi un peu de rivalité, de confrontation où il y avait d'autres personnes aussi qui étaient potentiellement avaient le niveau en tout cas de représenter la France au niveau international. Donc ce challenge m'avait beaucoup plu et au final sur cette année-là en tout cas j'en ressors vainqueur. Derrière j'ai été pris pour les championnats d'Europe et après derrière le tournoi de qualif pour espérer aller aux Jeux en fait. Et là je touchais on va dire mon rêve était tout près quoi, des doigts. Chaque athlète quand il commence un sport et qu'il commence à se mettre vraiment sérieusement dedans, son rêve, en tout cas pour les sports olympiques, c'est les Jeux olympiques, c'est le Graal. Donc à 20 ans, pouvoir essayer de prétendre à une qualification aux Jeux olympiques, c'est déjà pas mal. Donc j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais donner. Après malheureusement, je n'avais pas forcément le niveau. Donc que ce soit au championnat d'Europe ou au championnat du monde, au tournoi de qualif, je perds. Au tournoi de qualif, je me fais une grave blessure, je me fais une hernie discale au cervical. Donc du coup, plus de sensation sur le bras gauche, sachant que je suis gaucher.
très compliqué. Et ensuite, j'apprends que la personne avec qui j'avais perdu est dopée. Donc du coup, ils ont essayé de remonter jusqu'au classement et je faisais partie de ceux qui étaient qualifiés. Sauf que moi, étant blessé, malheureusement... Donc tu aurais pu participer au JO en 2012. C'est exactement ça. Donc tu l'as un peu amer, quoi. Mais après, je suis quelqu'un qui prend vraiment les difficultés comme du bon sens du terme, en fait. C'est dur, ben, c'est que c'est bien, je vais pouvoir rebondir mieux, je vais en ressortir plus grand, plus fort. C'était ok, je suis jeune, j'ai 20 ans, je n'ai pas pu faire ces jeux-là à Londres, et ben, le but c'est d'aller à Rio. Et puis peut-être tu disais à 20 ans, je suis passé pas loin de la qualification. Oui, c'est ça. J'ai encore une marge de progression. Exactement. Et surtout que. Ouais, exactement. Surtout que moi, j'ai toujours vu, on va dire, la progression par rapport à moi-même. J'ai jamais fait vraiment attention aux gens autour de moi ou comment ça se passait. J'ai toujours vécu dans un environnement où j'ai toujours été à part, en fait. On se approche un peu. On se détend tôt et relâche. Ça fait du bien. Voilà. On relâche. Tu as envie de faire des résultats, c'est en gros tu vois au moins une à deux fois. La lutte quand même c'est un sport éprouvant et en fait il te remet à neuf en fait. Et tu repars et en fait ce qui est bien avec la récupération en fait c'est qu'à chaque fois que tu fais un entraînement dur, le plus dur en fait ça va être d'enchaîner parce que ton corps emmagasine de l'acide lactique, tes muscles commencent à en prendre un coup et en fait de donner la même intensité c'est là où c'est dur en fait. C'est là où il y a des personnes qui se dopent. Tu as des personnes qui se dopent et tu as les blessures à l'inverse, c'est là où les gens se blessent tu vois. Donc le truc c'est de trouver une façon, après chacun a sa façon. Après il y en a c'est légal, il y en a d'autres c'est illégal comme tu disais sur le dopage tu vois. Mais pour moi c'est vraiment le massage ou de la médecine chinoise. Après ils ont des kinés, ils préfèrent le kiné, il y en a ils préfèrent les bains froids, les bains chauds, le sauna, le hammam. En fait chacun a un peu a ses préférences tu vois. Il y en a ils préfèrent rien, ils aiment rien. Après tout dépend de ton corps. Et moi franchement j'ai découvert ça lors de mes stages en Iran et franchement une fois que j'ai rencontré Brahim, je ne l'ai plus lâché. Hein. Je l'ai plus lâché. Et que ce soit dans la vie courante ou sportivement, tu arrives, là, ils viennent me craquer le cou, et je sens la différence directe. Hein. Donc voilà. Je reviens donc après ma blessure. Malheureusement, je perds au championnat de France et je vois qu'il y a deux poids, deux mesures. En fait, il n'y a pas le même traitement. En tout cas, c'est ce que j'estimais à l'époque. Et après, maintenant que je suis de l'autre côté, j'arrive mieux à comprendre. C'est que le sélectionneur, il doit choisir une seule personne, il doit miser sur une seule personne. Et j'étais pas ce gars-là. Ça peut être cruel parfois. Ouais, j'étais pas ce gars-là. Et cette année-là, en gros, on m'explique qu'on a besoin de moi à l'INSEP. Et qu'en gros, si c'est soit je vais à l'INSEP, soit ciao quoi. Ouais. Donc j'ai pas le choix, donc je monte à l'INSEP. Et en fait, cette expérience-là, sportivement, je parle, m'a pas du tout satisfaite parce que on m'a pas reconnu à ma juste valeur, parce que dès le départ, on m'a dit tu es là pour être partenaire. Et moi, ça m'allait pas. Moi, le but, c'était, je suis un sportif de haut niveau, le but, c'est de devenir numéro 1. J'ai eu cette chance de pouvoir côtoyer au quotidien des grandes stars du sport français et les infrastructures de l'INSEP aussi sont magnifiques. Je crois que l'INSEP fait partie du top 3 des meilleurs centres du monde. Quoi. Donc pouvoir être dans ce centre-là, c'est le Graal pour tout sportif de haut niveau, en tout cas en France, c'est d'intégrer l'INSEP. Donc c'était quand même une bonne expérience, mais sportivement, pour moi, ça ne s'est pas bien passé. Et puis voilà quoi. Donc pour revenir sur le changement de nationalité, donc depuis 2012, donc le président de la fédération marocaine m'a contacté. Donc il cherchait des binationaux un peu qui avaient le niveau international justement pour pouvoir potentiellement représenter le Maroc. Donc moi à l'époque j'étais numéro 1 français et je me laissais le temps tout simplement. Et cette année-là, donc c'était en 2014, le président me rappelle comme chaque année depuis 2012. Et là, j'accepte. Je dis, il n'y a pas de problème. Je viens au Maroc.
Donc derrière, je quitte l'INSEP. Donc de l'INSEP, je n'avais pas fait mes sacs, rien. J'ai laissé ma chambre comme ça. Je suis parti au Maroc. J'ai passé 1 mois et demi au Maroc où j'ai pu côtoyer d'autres sportifs qui étaient un peu dans mon cas. Des binationaux, un peu de partout dans le monde. Et derrière, on est parti en stage en Ouzbékistan. Alors qu'officiellement, je n'étais toujours pas... Enfin, sportivement, je n'étais pas marocain, mais directement, on m'a mis en confiance, on m'a considéré, on m'a valorisé. Donc voilà, moi, c'est le pays de mes parents, c'est mon pays aussi. Et je me suis reconnu en fait dans plein de choses. Et après, j'enchaîne avec les premiers championnats d'Afrique. Sachant que l'Europe et l'Afrique, en termes de style, en fait, c'est pas du tout la même chose. En Afrique, on te prend le poignet, tu sens la poigne, quoi. Donc c'était une super belle expérience. Je finis 3e. Est-ce que tu peux me raconter en détail toute cette histoire des qualifications pour les JO jusqu'aux JO Alors, j'étais en Iran, président il arrive, donc déjà il m'a fait une belle frayeur. C'est que il m'explique qu'en fait, si je me qualifie, je ne pourrai pas représenter le Maroc aux Jeux Olympiques. Donc, je lui demande ah bon, pourquoi et tout. Donc le changement de nationalité avait été fait entre fédérations. Mais sachant que j'avais été plus ou moins qualifié au niveau sur les Jeux précédents, donc avec l'équipe de France, j'étais sur les listes olympiques. Et donc du coup, sur les listes olympiques, ils n'avaient pas fait le transfert. Le transfert a été fait uniquement sur les listes fédérales, donc de fédération à fédération. Donc c'était très compliqué et il ne savait pas comment faire. Donc il avait une carte à jouer, il avait une solution et elle n'était pas sûre à 100% de passer. Donc il a fait le nécessaire et c'est grâce à cette personne que j'ai pu faire toute la suite, en fait, représenter le Maroc, devenir le premier Marocain à participer aux Jeux Olympiques en lutte libre. C'est vraiment grâce à cette personne-là. Elle s'appelle Nawal El Moutaoukil, donc elle est championne olympique et elle est vice-présidente du CIO. Donc c'est une personne sans qui je pourrais jamais remercier autant remercier. J'ai essayé de la croiser plusieurs fois, malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer ni de la croiser. Non, à chaque fois ça a été par média ou par personne interposée, mais j'ai jamais pu la voir en face et la remercier réellement. Donc j'aimerais bien la voir un jour pour lui montrer toute ma gratitude. Peut-être si elle voit cette vidéo, peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas. En fait, ce qui était bien avec le Maroc, c'est que on représentait le Maroc, mais on avait un staff étranger. Et en fait, ce staff, c'était le staff iranien, mais c'était le staff de la fédération marocaine. Donc, c'était des coachs qui étaient iraniens, mais c'était ils avaient le survêt Maroc. Et ils nous suivaient à gauche, à droite, tu vois. Et comme je te dis, tu avais le docteur, le kiné, le préparateur physique, le spécialiste lutte libre, le spécialiste lutte gréco-romaine, le manager. Tu as 6 personnes. En Iran, les mecs, ils sont millionnaires, milliardaires. Tu vas en Russie, ils sont multimilliardaires. Tu fais champion olympique, tu as une maison, la dernière voiture, une Merco. C'est l'État qui te le donne, c'est même pas la fédération. La Fédé, il te donne encore, tu vois. Mais l'État, il te donne une voiture, une maison, des terres, $1 million. Tu vas aux États-Unis, pareil, tu as tes sponsors, tu as la Fédé, ils sont millionnaires. Moi, j'ai tout misé sur la lutte à l'époque. Moi, les études, j'ai été jusqu'au bac, mais je savais très bien que le bac, je n'allais pas l'avoir, tu vois. Quand les gens te demandaient ce que tu voulais faire, toi, c'était clair. C'était la lutte. Mais ma question existentielle, parce que depuis que je suis gamin, on me l'a toujours dit, c'était tu vivras jamais de la lutte. Arrête, tu vivras jamais de la lutte. Et tes parents, ils te soutenaient dans ce projet d'une carrière de lutteur ou ils avaient un petit peu peur? Non, c'est qu'ils me laissaient faire. Après, tu sais, nos darons, ils sont de première génération. Ils sont à des années-lumière de tout ça. Leur truc, c'est... Ils voient que quand je rentre à la maison, je suis bien, et je voyage, je suis bien dans ma tête, ça m'apprend... Enfin, ça m'inculque des valeurs. Et ils sont contents pour moi, tu vois. Et après, ça ne va pas plus loin, tu vois. Là où ça a changé, on va dire, le regard de mes parents sur la lutte, c'est quand je suis parti au Maroc. Parce qu'on vit en France, mais ils regardent la télé marocaine. Voilà. Et en fait, la première fois que je suis passé à la télévision marocaine, il y a toute la famille qui a appelé mes parents. Et mes parents, ils ont regardé à la télé, tout le monde était content. Et c'est là où ils se sont rendus compte en fait, du truc. Mais avant, je revenais des championnats du monde senior ou junior, je rentrais chez moi. Que je faisais ça ou que j'allais au championnat de France à Nantes, pour eux c'était la même chose. Est-ce que tu trouvais que le regard des gens il avait changé après ça?
Alors le regard des gens, il a vraiment changé après les Jeux, pas avant. Parce que quand j'ai basculé de la France au Maroc, c'était l'inverse, du style, ouais c'est bon, Shakir il est fini, il va aller dans un petit pays, il ne fera plus rien, il n'est pas assez fort pour la France. C'était vraiment ce regard-là, tu vois. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Quand tu regardes les champions, que ce soit actuels ou un peu plus anciens, les lutteurs, ils ont toujours fait partie des top fighters en MMA, en tout cas dans les plus grosses organisations. Donc non, elle fait partie vraiment intégrale du MMA. Maintenant, c'est comment on va dire nationalement ou voilà, on va dire comment faire la passerelle et qu'elle soit claire en fait. La lutte peut être vraiment une vraie base pour le combattant. Et toi, personnellement, tu n'as jamais été attiré par le MMA? Non. Non, j'ai testé de la boxe un peu pour rigoler, tout ça. Non, c'est pas... Je sais pas, je suis tombé amoureux de la lutte et je veux rester vraiment que sur la lutte. Je veux pas... Bah, tu sais, quand tu arrives à un certain niveau, tu veux pas... Tu as le genre de profil, on va dire, qui est du niveau national. Salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Tranquille et toi? Salam alaikum, ça va? Ça va, reportage ou quoi? Salam alaikum, ça va? Ouais. Ouais, du coup, je sais plus ce qu'on disait par rapport au MMA. Oui, au MMA, je pense que c'est une bonne base pour les fighters. Ouais. Et ça se retranscrit directement sur les combattants, dans les plus grosses organisations, que ce soit à l'UFC, que ce soit au PFL. En tout cas, aujourd'hui, on se rend compte de l'impact qu'a la lutte, on va dire, sur les sports de combat en général. Voilà le burger. Quel hamburger? C'est ça. Hop là. Bonjour. Là, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on aborde depuis tout à l'heure, c'est les JO. Oui. Je pense que c'est un peu le point central de cette interview. Donc, tu as pu te qualifier pour les JO en 2016 à Rio. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette expérience? Je pense que ça doit être, comme tu dis, l'objectif de tout sportif. Ouais, bah oui, là, franchement... Alors, le tournoi de qualif, il s'est fait en Algérie, donc à Alger. Tout le groupe, on était solidaires. Même si c'est un sport individuel, on a besoin aussi du groupe pour, on va dire, se monter vers le haut. Tu disais que c'était ton jour, que c'était ta... Ouais, complètement, c'était ça. Personne n'allait s'interposer et c'est ce qui s'est passé au final. J'ai pris match après match et j'ai fait mon job. Et après, sur le coup, en fait, il fallait être finaliste. Donc, je gagne ma demi-finale. Et je vois tout le monde autour de moi en train de crier. Moi, j'étais normal, quoi. J'avais gagné mon match, j'étais content, mais je n'avais pas encore pris la mesure de tout ça, en fait. Donc, le coach, il arrive, il me prend, il me jette sur la nuque. Je n'avais pas compris. Mais non, c'est... C'est le combat que tu as perdu la journée. Donc, du coup, après, derrière, on va dans le backstage, donc dans la salle d'échauffe et tout ça. Le président, il arrive, il me prend dans les bras, il pleure de joie. Je vois autour de moi mes collègues, ils pleurent de joie. Et mes parents qui m'appellent, des journalistes qui m'appellent, ça c'est tout arrivé d'un coup en fait. Et mes copains d'époque. Donc ouais, un monde vient sur toi quoi. Et après, tu rentres au Maroc, tu as la télévision qui t'arrive, tu as le ministre qui t'accueille en trompe. Et en fait, quand tu reviens un peu que tu es posé, tu te dis attends, qu'est-ce qui vient de se passer là toute la semaine? Je comprends pas. Donc après, il a fallu du temps de réaliser tout ça. Et après, surtout qu'il fallait se remettre en selle très rapidement pour... voilà, ok, tu t'es qualifié, c'est super, c'est génial. Mais tu vas pas en touriste au jeu. On le refera si tu veux. On va poser... Vous voulez quoi les gars? C'est bien de filmer. Ouais. Un kefta s'il te plaît. Et pour la sauce? C'est quoi comme sauce? Sauce pour nature ou pas? C'est quoi ma gueule? Voilà. Et du coup, là maintenant, ta carrière sportive, elle est finie, mais on voit que tu es toujours entouré, que ce soit avec des lutteurs, on voit que tu vas à plein d'événements. C'est quoi ton rôle actuellement? Alors, je gère pas mal de projets internationaux. Donc, il y a des fédérations ou des personnes qui sont comme moi, des gestionnaires de projets, qui me proposent différents projets.
Et en parallèle de ça, je suis beaucoup aussi sur l'organisation de compétition, comme un peu ce que j'ai fait au JO. Tu fais un petit déj, tu te retournes, tu as Novak Djokovic, d'autre côté tu as Usain Bolt, tu pars poser ton plateau, tu as Roger Federer qui passe le plateau à côté de toi. Tu as très vite compris que pour arriver au plus haut, en fait, il faut être simple. En fait. Ça sert à rien d'en faire trop, ça sert à rien de se monter la tête. Ce qu'il faut gérer, c'est surtout la foule. En fait. La foule, à un moment donné, si tu en as marre, il faut dire stop et partir. Mais sinon, tu restes simple. En fait. Le sport, c'est l'essence même de la vie. En fait. C'est comme dans la vie, tu veux vivre une vie extravagante, à bouger à gauche, à droite. Alors que tu peux vivre une vie simple et être simple. Et c'est là où tu es plus heureux en général. En fait, là où ça m'a mis une claque, c'est de se dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment tout ce cheminement, ce petit film dans ma tête de quand j'étais gamin, tout le parcours que j'ai pu faire, toutes les galères, toutes les belles choses, enfin, tous les événements qui m'ont emmené à cet instant T, tu vois, vraiment. Et j'ai été submergé d'émotions. Moi, tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, ou tu es surtout dans les sports de combat, tu gardes tes émotions. Et ben là, c'était tout l'inverse. C'était waouh, putain, t'es au jeu et tout ça. Et penser la fierté des parents, la fierté des amis, la fierté de la conjointe, la fierté de tout le monde en fait. Et là, tu te prends la claque justement au tournoi de qualif, j'en prenais pas vraiment conscience. Là, j'en prenais vraiment conscience. Ah ouais, c'est ça. Et de se dire, voilà, te mets pas la pression, fais ce que tu as à faire, fais-toi plaisir. Et vas-y, et derrière, premier combat en plus de la compétition. Est-ce que tu avais réussi à te mettre dans ta bulle comme à ton habitude? Oui. Tu sentais une atmosphère différente quand tu entres dans le... Non, toujours rester de la même manière. Pas se prendre la tête, bien s'échauffer, bien être à l'aise pour que le corps suive. Mais sinon, mentalement, j'étais bien. Je prends Biélorusse premier tour, médaille mondiale, médaille européen. Vas-y, c'est un beau challenge. Vas-y. Tu es le premier à fouler les tapis en lutte libre de ton pays. Tu n'es pas arrivé de façon pour reculer maintenant. Ouais, exactement. Et je suis allé, et puis voilà, tu vois. On se serre la main, c'est parti. J'ai eu l'occasion, j'ai vu une petite ouverture, j'ai tapé ma prise. Malheureusement, je n'ai pas pu le tenir. Et après, j'ai essayé de continuer, mais l'autre, il a accéléré. Et j'ai pas pu suivre. Et derrière, je perds, tout simplement. Donc, non, pas de regret. Pas de regret. Et encore aujourd'hui... ouais, ça fait 8 ans. 8 ans, ouais, 8 ans après. Tu gardes le positif de cette expérience. Bah oui. Avant, j'étais le centre de l'attention. Maintenant, je suis un peu plus en retrait. Et ça va être de gérer, on va dire, en fond, l'organisation vraiment de projets et d'événements sportifs. Après, c'est pas forcément qu'en lutte, ça peut être aussi en MMA, ça peut être comme dernièrement sur de la lutte traditionnelle. Il y a beaucoup de pays où il y a une lutte traditionnelle où ils font des grands événements. Dernièrement, je suis parti en Inde. C'est comment leur lutte traditionnelle à eux? Ben, ça reste toujours de la lutte. Maintenant, ce qui va changer, c'est vraiment la surface, les règles. C'est une lutte très à l'ancienne en fait, où c'est beaucoup basé sur de la force, sur de la patience, parce qu'en lutte olympique, c'est 2 fois 3 minutes. En lutte indienne, c'est à l'infini en fait. Le but, c'est de faire tomber son adversaire, de le mettre sur le dos, essayer de le retourner. Ça reste toujours de la lutte. C'est le temps que ça va prendre en fait. Et c'est sur du sable, pas sur un tapis. Okay. Ah, ça peut être un peu comme la lutte sénégalaise. Exactement. Vraiment, en fait, la lutte fait partie vraiment du patrimoine de l'humanité. Et le but, on va dire, de la lutte olympique, c'était de regrouper un peu toutes les luttes traditionnelles qui se faisaient partout dans le monde et de les regrouper. De la lutte exactement ça. Et encore actuelle. Et en fait, le but, c'était vraiment de regrouper toutes ces nations à travers les mêmes règles en fait. La lutte de base, en fait, les soldats à l'époque, ils se battaient vraiment sur le haut du corps en fait. Ils apprenaient à se battre avec leurs armures. C'était vraiment que la partie haute du corps. Après, l'ancêtre de la lutte libre, on va dire, c'est Pancras, tu vois. Sur les jeux antiques, c'était vraiment Pancras, où tu avais le droit d'attaquer toutes les parties du corps. Donc après, c'est les Américains qui l'ont installé sur leur style, ils ont leur propre style. Et en fait, le foxstyle est universitaire en fait. C'est au même titre que le basketball, le football américain ou le baseball. C'est pour ça que la lutte est très très connue aux États-Unis. Nous en France, on ne le voit pas, mais tu peux le voir dans différentes séries. Moi, j'étais la seule personne quand je regardais des séries américaines de dire ah mais regarde, il a une tenue de lutte ou
ou ah tiens, ils sont en train de lutter. Surtout aujourd'hui, le truc aussi qui me fait prendre conscience de tout ça, c'est d'où je pars. Moi, mes parents, ils partent du bled, ils arrivent ici. Je nais à Hôtel-Dieu, j'habite à la ZUP. Mes parents, ils mettent de côté, ils arrivent à s'acheter une baraque à La Plaine. Et toi, tu te retrouves à faire les jeux. Et en fait, tu te dis, ah ouais, quand même, t'es parti loin, quoi. T'es petit Clermontois. Et surtout que t'es le seul à vivre ça. Parce que moi, mes copains, je les ai au téléphone. Ils vivent pas ça. Là, j'ai été en Inde, on a fait l'événement, on rencontre un ministre. Le ministre, il a kiffé sur nous, il nous invite chez lui. Mais moi, j'ai juste une question. Il y a plein de gens qui critiquent l'Inde sur les réseaux sociaux en disant que c'est sale, tout ça. Après, c'est vrai ou pas ça? Moi, après, Sans quel que soit le critiquer, pays, non, en fait, il n'y a pas de critique. J'ai vécu la meilleure partie du pays, en fait. Je suis arrivé, j'étais dans des Donc, étoiles tu peux 5 pas étoiles, j'étais dans des bus, j'avais un guide. Franchement, on a eu la meilleure partie de l'Inde. Après, j'ai vu des reportages où tu prends le train, où tu vas en voyage solo. Et là, oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit, tu vois. Mais nous, on était sur une organisation et à partir de ce moment-là, c'est carré, tu vois. Donc, tu vas à Paris. Et après, c'est ça, dans tous les pays, tu vas dans les pires endroits. Tu vas à Paris, tu y vas tout seul, tu te retrouves au fin fond. Les collines du crack et voilà, tout, tu vois, c'est sûr que tu sais c'est pas ce qu'il horrible. faudrait, Tu as un guide qui t'emmène à la Tour Eiffel, qui t'emmène dans Georges V. Tu dis que c'est magnifique, tu vois, et c'est ce que j'ai vécu. J'étais au club à Nice, et en fait, notre président et notre coach, ils avaient aussi la double casquette, ils étaient sur Monaco aussi. Donc en fait, ceux qui luttaient pour Nice pouvaient potentiellement lutter pour Monaco, et on s'est retrouvés à faire des championnats. Et à chaque fois que j'allais à Nice, on allait à Monaco, tu vois. Donc après, derrière, on a fait des résultats pour Monaco, on a fait des championnats où on a représenté Monaco. Moi, c'était pas mon cas, j'étais encore très jeune, tu vois. Et en gros, le prince a invité toute l'équipe, en fait. Du coup, et en fait, c'était l'année où on s'est retrouvés, on va dire, ensemble, et il nous a invités chez lui, et c'était magnifique. Et l'année d'après, en fait, il nous a tous envoyé des invitations pour son mariage. Et moi, j'étais en vacances avec madame. Et madame, elle me dit non, je vais aller à la plage. Encore aujourd'hui, je l'ai mauvaise, tu vois. Mais à l'époque, moi, je racontais ça à mes potes. Personne te croit. Arrête. Ou des mecs, tu sais, ils savent que tu fais de la lutte, mais ils ne voient pas tout ce que tu fais, tu vois. Je dis ça. Arrête de mytho. Parce que quand tu faisais ça, les réseaux c'était déjà développé. Je veux dire, tu postais Ouais, un peu sur les non, réseaux. c'était pas aussi développé que maintenant. Et moi, j'étais pas aussi impliqué que maintenant, tu vois. En fait, moi, je me suis impliqué dans les réseaux après les jeux. En fait, je suis rentré des jeux. Et en fait, il n'y avait rien qui avait changé. Je zappais, je voyais le mec, il faisait 10 pompes, il avait des millions de followers. Le mec, il fait ça, allez, vas-y, mets-toi dedans. On nous a toujours dit rester humble, pas te mettre en avant et tout ça. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire, tu vois. Il faut se vendre à un moment donné. T'as quelle vision par rapport aux réseaux sociaux? Ah, bien. Pour toi, c'est important. Après, le truc, c'est pas tomber dans le piège. Oui, c'est ça. En fait, il faut se servir des réseaux pour se vendre. Mais tu peux pas, je te dis, je donne ton exemple. Aujourd'hui, tu n'es pas un média reconnu mondialement. Mais agis pas en vidéo comme si tu étais un média reconnu mondialement. Reste à ta place. Nous, on est là pour se développer et d'expliquer la démarche. C'est ça qui donne envie que les gens te suivent. C'est vrai, il ne faut pas sauter les étapes. Et en fait, de faire, ouais, il n'y a voilà, pas de cohérence après. Alors nous, voilà, on est ça. Non, c'est pas ça. Ok. C'était pour Brahim. Je sais pas. Après les JO, on voit que tu baisses pas les bras parce que tu fais champion d'Afrique. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pu connaître l'expérience olympique. Et là, c'était vraiment d'essayer de retrouver on va dire, le staff et enfin, la façon de faire que j'avais fait en Iran. Parce que juste après les Jeux, en fait, le staff iranien arrête leur contrat avec la fédération marocaine. Donc du coup, c'était essayer très rapidement d'essayer de retrouver ce staff. Donc moi, le but, c'était vraiment de revenir à Clermont-Ferrand parce que je comptais me marier, m'installer, fonder une famille et d'essayer de retrouver cette atmosphère-là chez moi. Donc après, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais avec le Maroc, on a quand même continué à bosser, sachant que je n'étais pas toujours là-bas, quoi. Tu remets toute la préparation qu'on avait fait en Iran, les Jeux, j'ai toujours continué à m'entraîner. Donc après, arrivent les championnats d'Afrique 2017 donc au Maroc, à Marrakech. Le but pour moi, c'était une grande fête en fait. C'était vraiment se faire plaisir et faire plaisir à son pays. Donc continuer à marquer un peu plus l'histoire.
Et pareil, j'aime bien un peu gratouiller, essayer de savoir. Donc avant 2017, le dernier champion d'Afrique en lutte libre, c'était en 1968. Ok. Ça faisait un bail. Donc, le truc, c'était de se challenger aussi, de se dire, ah, si tu fais champion, eh ben, tu vas encore marquer l'histoire. Et de faire champion à domicile, comme sensation, il n'y a pas mieux avec le public, Darkhan Malakshia, pour les Marocains qui peuvent me suivre. Et franchement, c'était le top. Est-ce que c'est le meilleur souvenir de ta carrière? Ça reste quand même les JO, parce que les JO, c'est quand même à part. Mais après, oui, si à part les JO, c'est les Afriques quand même. Les Afriques, il y avait une bonne ambiance. En plus, dans une ville comme Marrakech, on ne peut pas faire mieux. Donc, oui, c'est une super belle expérience. Tu as une famille, tu as des ambitions, tu m'aimes bien. Tu vois, j'ai 2 petites filles. J'ai envie qu'elles grandissent dans un environnement favorable. C'est pas ici que ça sera le cas. Voilà. Il y a des endroits où tu es tranquille. Aller retourner, faire l'inverse des parents, retourner au bled, se faire construire une petite villa, la piscine, t'as la femme de ménage, changer de classe sociale tout simplement. J'ai les moyens de le faire et je vais me donner les moyens de le faire. S'il faut que j'habite dans un HLM, ben j'habiterai dans l'HLM, mais au moins j'aurais fait le maximum, tu vois. En fait, je me casse pas la tête comme je te disais, les différentes classes sociales. Tu peux pas dénigrer quelqu'un qui fait son maximum et qui n'a pas les moyens de le faire. Nos parents, c'était ça la plupart du temps. Tu vas dans un nouveau pays, tu connais pas la langue, tu galères, au final tu te retrouves dans un HLM. C'est le max qu'on peut t'offrir. Déjà, alhamdoulilah, il travaille, alhamdoulilah, il a une maison. On est bien. Au bled, on est bien aussi. Et j'avais une question perso, c'est quoi ta routine un peu pendant le ramadan? C'est quoi un peu ta routine? Alors, je sais que tu es sportif forcément. Tu me parlais avant? Avant, oui. Avant, vu que j'étais en pôle, j'ai expliqué, tu n'étais pas encore là, j'étais en pôle. J'avais pas le choix en fait. Tu t'entraînes 2 fois par jour et tu fermes ta gueule. Ouais. On s'en fout, c'est pas une excuse en fait. Tu fais le ramadan, tu fais pas le ramadan, tu te démerdes en fait. Tu vois, c'est le système français qui est comme ça. Tu vois. Sens toi un changement au niveau de ton corps ou pas? Tu sens peut-être t'abuser? Souvent ils disent oui, tu te sens beaucoup. Ah oui. Après, c'est bien, le ramadan c'est bien pour l'entraînement. Pour la compétition, c'est plus compliqué. Tu subis, franchement, parce que l'intensité n'est pas la même. En fait, pendant le ramadan, à l'entraînement, tu peux monter petit à petit. En compète, le niveau il est là et il faut que tu sois là en fait. Après, tu le fais pour ta foi en fait. En fait, c'est toi qui fais. Tout dépend de ton mindset en fait. Si à chaque fois, au moment que tu trouves une excuse, tu vas pas progresser. Mais si tu te sers de tout ça pour justement monter, c'est là où tu vas faire les choses. Tu fais ça pour Rabbi va te donner les bonnes conditions pour pouvoir bien t'entraîner, pour ne pas te blesser. Tu vois, cette fois, elle est là pour te booster en fait. Tu vois. L'année d'après, malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner dans les conditions optimales. Donc je vais quand même jusqu'en demi. Et je prends un jeune que à l'entraînement, je bats assez régulièrement. Et puis voilà, mentalement, j'étais pas bien. Physiquement, ça allait pas tant que ça. Et lui, il a tenté sa chance. Pour les qualifs, et il me gagne. Tu vois. Et moi, je savais que voilà, j'avais perdu, je savais pourquoi. Donc à partir de ce moment-là, c'était ok, je pense que tu es arrivé au bout du bout, on va arrêter là, tu laisses les jeux passer, il y a les mondes, tu fais les mondes, tu tires ta révérence. Tu voulais pas être sportif qui sort par la petite porte, qui sort par la petite porte, mais aussi souvent les sportifs, ils en font trop. Ils font la compétition de trop, l'année de trop, l'Olympiade de trop. Et puis voilà, je voulais garder, on va dire, de ma carrière sportive des bons souvenirs, surtout, c'est surtout ça. En tout cas, c'était très intéressant. J'aurais une dernière question. Oui. Est-ce que dans ta carrière, tu aurais un regret, quelque chose que tu voudrais changer? Non, aucun. C'est cette chance aussi de dire stop. Et c'est ta philosophie. C'est vraiment avancer au jour le jour et pas prendre en considération en fait, la moindre difficulté. La difficulté fait partie du cheminement en fait, vers le succès. Donc pour moi, c'est une étape qui est normale. Et on a tendance à retenir toujours le mauvais. Moi, c'est l'inverse. J'ai tendance à retenir toujours le bon. Ok. Donc voilà. Avant de finir, on aurait une surprise à te donner. Donc, on tient à remercier une marque qui nous accompagne. La marque Wrestling Wear. Ouais. Attends, je vais me mettre debout, ça va être mieux. Ouais. Donc, qui nous a fait un short et un t-shirt personnalisé. Eh ben, super. Du Maroc qu'on voudrait te rendre. Eh ben, merci. Donc, on les remercie. C'est une marque spécialisée dans la confection de tenues de sport en lutte. Ouais. Donc, une marque aussi qui partage nos valeurs. Bon, eh ben, très bien. Qui sont issues de Clermont, ouais, bien sûr. En tout cas, c'est super. Je voudrais remercier cette marque-là. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, merci.
De rien. Mais toujours continuer à faire du bien et être bienveillant et continuer. Des fois, vous n'allez pas voir le bout du tunnel. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, quand tu as ton média, fais ce que tu as à faire, on va se foutre de ta gueule, on va parler, on va dire ouais, mais c'est le mec qui se prête pour qui. Mais, ou à l'inverse, toi, tu vas peut-être avoir une opportunité de monter à Paris, on va te dire ouais, c'est qui ce petit campagne. Non, continue. À un moment, ça va payer. Ça va pas payer sur le moment, mais à un moment, ça va payer. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je connais mon origine, je connais ma culture, je sais d'où je viens. Moi, je suis né à Clermont-Ferrand, je suis français. J'ai grandi. Moi, j'ai vu Franklin, j'ai vu TF1, France 2, mais aussi j'ai vu les concerts à 2M, tous les étés au Bled, aller voir la famille à la campagne, manger, boire du Sidirli, boire de la Volvic. En fait, c'est ce mixage. Ouais, mais je suis plus français, oui, mais je suis plus marocain. Non, je suis les deux, moi. Et je suis très bien d'être les deux. La difficulté fait partie du. C'est pour ça, dans la religion, on dit ça. Tu vois, la patience. C'est parce que tu auras toujours des épreuves. Ça fait partie de la vie. Donc, tu vas avoir des difficultés plus ou moins importantes. Mais il te donnera toujours ta capacité en fait de charge. Si tu as une difficulté, tu crois qu'elle est insurmontable, c'est pas le cas.